Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il faut que je reste derrière le pupitre, on m'a dit. Je suis très heureux d'être ici parmi vous à Saumur aujourd'hui. Je remercie les organisateurs et organisatrices, Pierre, Charlotte, là, pour l'invitation. C'est très aimable. Et puis, effectivement, on va parler de l'alimentation en eau de la vigne et puis un rappel sur les conséquences d'une contrainte hydrique, mais que vous connaissez certainement pour la plupart. Alors, d'entre vous. En tout cas, quand on parle d'alimentation en eau de la vigne, cette notion, elle est intimement liée, indissociable à la notion de terroir. Je pense que je ne vous apprends rien ici en pays d'Anjou, en pays de Val-de-Loire, avec les nombreuses études qui ont été menées, initiées par René Morla, Christian Asselin et bien d'autres, Étienne Goulet, depuis fort longtemps. Et c'est vrai que ce terroir va conditionner l'offre en eau pour la vigne, notamment par la pluviométrie, une éventuelle irrigation aussi, sous certains autres cieux, on peut irriguer quelquefois, et puis notamment par la réserve utile des sols, qui est très importante, on en a parlé aujourd'hui. On a un potentiel, selon les terroirs, selon les sites de réserve hydrique dans nos sols, mais qui évolue effectivement en cours de saison, et puis on le voit avec l'évolution du climat fortement également. Et puis d'un autre côté, on a la demande en eau, qui est principalement caractérisée par l'évapotranspiration, à la fois du sol et de la vigne, notamment. On voit que, on le sait tous, il y a une forte évolution de cette demande climatique, atmosphérique. Quand on prend rapidement l'évolution de l'évapotranspiration potentielle durant ces 40 ou 50 dernières années, ici je vous ai mis l'évolution de Sion, donc c'est une petite ville située au centre de l'arc alpin en Suisse. Il y a des conditions relativement sèches, à peu près 500 mm d'eau, relativement continentales. Vous voyez, depuis 1978 jusqu'à nos jours, on a une augmentation de cette évapotranspiration potentielle. On peut même remarquer 2022 parmi les quantités d'eau évapotranspirée les plus élevées, autour de 750-800 mm. On retrouve aussi 2020, des millésimes secs, 2018, en tout cas dans nos régions extrêmement secs. On retrouve 2003 si on les cherche là dans l'évolution. Bref, on voit que cette demande climatique augmente, ce qui fait que la réserve en eau des sols, et Étienne l'a déjà montré, va diminuer, ou en tout cas plus fortement, certainement à l'avenir. Donc effectivement, sur des terroirs où on a suffisamment d'eau, des réservoirs plutôt importants, ça causera dans un premier temps pas trop de soucis aux viticulteurs, à vous. Par contre, sur des terroirs avec des sols beaucoup plus superficiels, très caillouteux notamment, on risque très vite d'avoir des contraintes hydriques récurrentes. La vigne, bien sûr, elle s'adapte à ces conditions, à cette demande climatique. C'est une plante vasculaire, donc elle a un système de vaisseaux et de conduits pour amener, acheminer l'eau notamment. Et il y a différents tissus, comme vous le savez, notamment des tissus conducteurs, le xylème qui conduit la sève brute, qui est composée d'eau, d'éléments minéraux, etc., de quelques hormones aussi. Et les vaisseaux et les trachéides sont donc formés de xylème. Ils ont des tailles différentes. On verra que ça a un certain impact aussi sur des risques d'accidents physiologiques par la suite. Et puis on a aussi la sève élaborée qui transite à travers des tissus conducteurs qu'on nomme le phloème dans des tubes criblés. Alors on peut les apercevoir en coupe, on fait encore passablement d'anatomie. Le lien entre l'anatomie et la physiologie me semble très important parce que même si ça paraît un peu désuet, même à l'heure actuelle de faire encore de l'anatomie ou de l'histologie, ça nous permet en tout cas d'expliquer certains phénomènes vis-à-vis de la restriction en eau notamment. Donc à partir de la petite racine, de la radicelle tout en haut là avec la lettre A, cette petite radicelle qui est très importante parce que c'est elle qui va assimiler l'eau notamment, mais surtout les éléments minéraux, on verra que ça a une importance capitale aussi. De la racine subérisée là en B, on a chaque fois les coupes à côté où on peut voir le xylème et le phloème dans ces éléments qui ont des tailles différentes, qui évoluent, qui sont renouvelés en cours de saison, au printemps, etc. Parce qu'on le verra, il y a peut-être des fois des accidents physiologiques
des accidents physiologiques qui surviennent en cours de saison, mais la plante a toujours des moyens de refaire son système vasculaire, ses vaisseaux notamment. Alors si l'on regarde l'ascension de la sève brute, notamment dès le début de la saison, donc au stade d'ébourrement, généralement dans les bourgeons, peu avant le débourrement, on a une transformation de l'amidon qui a été préalablement stocké, comme vous le savez, en cours de saison, dans les bourgeons, dans le bois, dans les racines, qui est transformé, hydrolysé en glucides, et notamment en glucose, qui est osmotiquement actif, c'est-à-dire qu'il va avoir un potentiel d'attraction de l'eau, ce qui fait que cette concentration en glucose qui augmente dans les bourgeons juste avant le débourrement va attirer l'eau parce qu'il y a une diminution du potentiel osmotique cellulaire, une diminution du potentiel hydrique. Donc l'eau va être attirée, elle est sous pression à ce moment-là. On l'a mesuré là, dans nos essais entre 1 à 3 bars. Donc ce n'est pas rien du tout, mais ce qui permet d'alimenter ces bourgeons, alors qu'il n'y a pas de feuilles qui permettent d'attirer, de transpirer notamment et d'attirer l'eau dans ces bourgeons. L'avantage aussi des pleurs de la vigne, c'est de résorber ce qu'on appelle l'embolie hivernale. Donc c'est une formation de gaz, de bulles d'air, qui arrive surtout dans les vignobles septentrionaux où on a des phases durant l'hiver de gel et de dégel qui peuvent emboliser, gazifier en fait les vaisseaux. Et ces pleurs permettent d'enlever, d'ôter ces gaz d'air dans les conduits par les pleurs. Par contre, plus tard, avec le développement de la surface foliaire, déjà quand il y a quelques feuilles, cette fois c'est la transpiration, puisque ces feuilles vont transpirer de manière plus ou moins importante. Au début de saison, c'est proportionnel à la surface foliaire. Donc plus la surface foliaire va se développer, plus la transpiration va être importante. Et cette fois, la sève, elle va être sous tension, plus sous pression. On va une force de succion. C'est la raison pour laquelle on a des valeurs négatives quand on va mesurer cette force avec laquelle l'eau est retenue, la sève est retenue dans les feuilles, notamment dans les différents organes. Eh bien, on a ce qu'on appelle un gradient de potentiel hydrique qui permet d'expliquer en fait le sens des flux d'eau, des flux de sève brute dans la plante. Alors, vous voyez, on peut mesurer le potentiel hydrique du sol. Ici, j'ai pris l'exemple d'une journée d'été, pas trop contraignante, où le potentiel hydrique du sol est à environ moins 0,5 bar, celui des racines à moins 1 bar, et puis après, vous voyez, plus on monte dans la plante, le tronc à moins 7 bars, je ne sais plus les valeurs que j'avais données, j'arrive moins bien à les lire là, moins 10 bars pour les feuilles, et puis le potentiel hydrique, on peut le calculer de l'air, est fortement, pardon, merci, oui, excusez-moi, alors je vais rapprocher le micro, est fortement négatif, ce qui fait que le sens de l'eau va toujours passer d'une valeur peu négative à une valeur très négative, donc du sol jusqu'à dans l'atmosphère. On a des phénomènes notamment de salinité des sols, heureusement encore pas trop fréquents en Europe, mais sous d'autres cieux en Australie, où avec des fortes salinités des sols, on peut avoir le courant de transpiration qui s'inverse, parce que le sel dans le sol va créer des tensions d'eau, des potentiels hydriques très négatifs, qui fait qu'on peut avoir la mort des plantes, parce que le transit de l'eau s'inverse en cours de journée et en cours de saison. La vigne, comme je l'ai dit, elle répond à cette demande climatique ou à cette sécheresse par différents mécanismes, notamment elle va justement essayer de réguler cette transpiration. Et dans un premier temps, c'est la régulation ou le contrôle par les stomates. Donc ces ouvertures sur les feuilles, ils sont très nombreux. On en dénombre, selon les cépages, entre 150 et 300 stomates par millimètre carré. Donc 1 mm sur 1 mm, vous voyez comme c'est faible, une surface si faible. Et malgré tout, il y a entre, comme j'ai dit, 150 à 300 stomates sur cette surface qui permettent de réguler ces échanges d'eau et de carbone aussi, parce que la photosynthèse va intervenir. La plante a aussi le moyen de formuler des messages au niveau des hormones, et c'est surtout l'acide abscisique qui a été démontré jusque-là, mais il y a d'autres hormones aussi qui rentrent en jeu. L'acide abscisique est présent partout dans la plante. C'est peut-être une première ligne de défense. Dès que le sol s'assèche, les racines perçoivent ce stress hydrique et envoient un message aux feuilles
par l'acide abscisique qui remonte dans le courant de transpiration et qui permet de plus ou moins fermer, ou en tout cas une fermeture progressive des stomates. Ces hormones et cette régulation stomatique est aussi conditionnée à ce qu'on appelle la conductivité hydraulique, c'est-à-dire le flux de sève, la capacité qu'ont les vaisseaux, les trachéides à transférer de l'eau dans leur conduit. Et vous avez ici sur votre droite un graphique qui montre l'effet de la température des feuilles sur la transpiration foliaire de la vigne, avec deux situations, sans stress hydrique ou avec stress hydrique. Vous voyez, sans stress hydrique, la transpiration est proportionnelle monte linéairement avec la température, jusqu'à environ 30 degrés. Et au-delà de 30 degrés, on a une chute de la transpiration des feuilles. Par contre, s'il y a un stress hydrique, vous voyez, très vite, il y a une régulation de ces flux de transpiration. Avec l'augmentation de la température, déjà à 20-25 degrés, on a une chute de la transpiration que l'on peut mesurer. Je vais essayer de ne pas tout casser. De la transpiration notamment. Voilà, pardon. La vigne réagit pas seulement avec ses stomates pour réguler sa transpiration, mais aussi en arrêtant sa croissance végétative. Et là, vous qui êtes vigneron, vous le voyez dans vos vignes, et notamment cette année, enfin l'année passée en 2022, on a différentes situations qui traduisent déjà si la vigne souffre ou peu du sec. Tout à gauche, dans une situation A, quand on a encore des apex en croissance, on est quasiment sûr que la vigne ne subit pas de contraintes hydriques, notamment au niveau des jeunes feuilles qui le montrent. En situation B, on a déjà un ralentissement de la croissance. On voit que l'apex est en dessous des deux dernières feuilles. Je laisserai mon collègue Jean-Christophe Payan, il va certainement décrire les moyens ou les mesures, les observations de la contrainte hydrique. Mais c'est pour rappeler rapidement que la vigne réagit fortement, elle brunit ses apex, ensuite l'apex tombe, vous voyez dans la situation de D. Et puis, si le stress perdure, eh bien ensuite il y a le jaunissement des feuilles qui traduit clairement une contrainte hydrique. Au niveau des racines, là, c'est plus difficile d'observer ça. On avait fait des mesures il y a une vingtaine d'années dans des conditions californiennes, et puis là, c'est plutôt dans l'État de New York également qu'on avait réalisé ces essais. On avait mis des tubes transparents et fait descendre des caméras le long de ces tubes qui enserrent des souches de vigne pour observer la création de nouvelles racines. Et on voit que ces radicelles sont si importantes pour le prélèvement de l'eau, encore une fois, et des éléments minéraux. Et on voit qu'ils réagissent assez fortement à la contrainte hydrique. Ici, vous avez deux situations. Donc la formation ou la production de ces radicelles en cours de saison pour une situation sans contrainte hydrique, en bleu, et en rouge avec contrainte hydrique. Et vous voyez, généralement, ces radicelles poussent, en tout cas se développent assez tôt dans la saison, autour du mois d'avril-mai, et puis généralement ralentissent à un moment et reprennent autour de la véraison. Ça, c'est un petit peu ce qu'on observe sur des vignes en pot et sur des vignes en champ avec cette technique. Par contre, avec la contrainte hydrique, on voit qu'on a quand même une diminution de cette formation de ces radicelles, mais les racines continuent à pousser quel que soit le niveau de stress hydrique, parce que c'est également aussi un moyen à la plante de prévenir ces stress futurs en développant, en colonisant le plus possible le sol. Quand la sécheresse et la canicule se mettent ensemble pour créer des stress très très forts, on peut avoir ce qu'on appelle des accidents physiologiques qu'on essaye d'étudier ou d'évaluer. C'est pas non plus, vous verrez que certains accidents physiologiques sont réversibles, d'autres un peu moins. On parle notamment d'un accident physiologique comme l'embolie gazeuse, donc c'est la formation de bulles d'air dans les vaisseaux. Lorsque la tension d'eau est trop importante, généralement la vigne n'arrive plus à prélever suffisamment d'eau pour pallier la transpiration qui devient importante si la température est forte. Et puis il y a ces formations de bulles d'air qui s'introduisent dans les vaisseaux, dans les trachéides, etc. Heureusement, la vigne est capable de résorber cette embolie.
D'ailleurs, quelquefois, pendant la nuit, on voit cette résorption qu'on peut étudier. C'est des cycles qui se passent en cours de saison. Donc, ce n'est pas un phénomène irréversible. Il y a différentes explications. Voilà, c'est surtout lié peut-être au type de ponctuation. Les vaisseaux sont reliés entre eux aussi avec des ponctuations de différentes tailles, de différentes densités, et qui permet d'expliquer pourquoi un cépage est peut-être plus sensible à ces phénomènes d'embolie que d'autres. On a essayé de les voir en réel parce qu'on a souvent eu des méthodes indirectes pour mesurer ces accidents physiologiques. Là, on est allé avec des souches de vigne en pot. À l'époque, là, il y a une dizaine d'années en arrière, sur des synchrotrons, donc c'est des accélérateurs de particules qui nous permettent d'avoir des images en rayons X de ces phénomènes d'embolie, de formation de bulles d'air dans les vaisseaux. Et puis vous avez à droite une image, ce sont des pétioles de feuilles, hein, des coupes transversales. Vous avez d'un côté des pétioles dont les vignes n'ont pas souffert de stress hydrique, en bleu, et puis en rouge, là, avec le sous-titre « Avec stress hydrique », notamment. Et puis où il y a la flèche rouge, ça montre donc des vaisseaux qui sont embolisés. On voit un peu moins bien. Il y a d'autres vaisseaux qui sont en gris, qui sont remplis de sève, hein, qui sont non embolisés notamment. Et vous voyez qu'avec l'augmentation de la contrainte hydrique, on a des vaisseaux qui s'embolisent, une certaine proportion, hein, en fonction de la gravité de ce stress. On peut le mesurer, vous voyez, par la perte de ce qu'on appelle de conductivité hydraulique de ces vaisseaux. À droite, vous avez ce graphique qui montre la relation entre le niveau de stress hydrique, qui est mesuré par le potentiel hydrique du xylème, c'est-à-dire des vaisseaux. Tout à gauche, vous avez une situation où il n'y a pas de stress hydrique. Quand on va vers des valeurs plus négatives, là, en mégapascal, on va vers des situations de sec. Et vous voyez que la perte de conductivité augmente généralement, que ce soit dans les pétioles de feuilles, qui sont certainement des organes qui sont très sensibles, qui agissent un peu comme des fusibles là, pour avertir la plante là, qu'il faut vraiment stopper la transpiration, en tout cas réduire le plus possible avant qu'il y ait une embolie trop importante. Et donc il y a des organes qui sont plus sensibles. Les rameaux semblent un peu moins sensibles à l'embolie, notamment que les pétioles de vigne. Il peut y avoir aussi des perturbations mécaniques de ces flux de sève, hein, dans la vigne, mécaniques parce qu'on a fait des plaies de taille, parce qu'on a donné des coups, hein, sur ces vignes, ou alors même des champignons, des ifs qui se développent, hein, à l'intérieur des vaisseaux. Mais là, je ne veux pas anticiper les propos de Chloé Delma, qui en parlera de manière plus détaillée. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des cellules compagnes là, qui sont aspirées dans le système vasculaire, donc dans ces vaisseaux, qui perturbent les flux de sève et bien sûr diminuent la conductivité de l'eau, hein, et la transpiration de la vigne. Voilà. En fait, là, j'ai parlé surtout des effets de la vigne au niveau physiologique. Un effet qu'on connaît tous, c'est bien sûr sur le rendement, hein, et notamment la taille des baies. Le stress hydrique joue un rôle important et il y a une phase qui est cruciale, c'est la première phase là, après la nouaison, qu'on dit de croissance herbacée de la baie, quand il y a cette multiplication cellulaire, un grossissement, hein, de la baie qui est très forte. Eh bien, quand on a une contrainte hydrique à ce moment-là, on a la vigne a de la peine à récupérer la taille finale des baies, donc le potentiel de rendement. Ici, on avait fait 3 niveaux de rendement dans une vigne, là, exercer une absence de contrainte hydrique en irriguant la vigne. C'est des essais là, qui viennent de Californie. Un stress hydrique modéré, où on avait une irrigation chaque 2 semaines alternée. Et puis un stress hydrique élevé où on n'avait pas irrigué les vignes. Et vous voyez que très vite, hein, le poids unitaire des baies, dès la première phase là, de croissance des baies, a été fortement impacté par le stress hydrique, modéré ou élevé. Et puis qu'on n'a jamais récupéré en cours de saison. Donc la perte de rendement sur cette parcelle était importante, notamment par le nombre de baies, aussi par grappe, et puis surtout par la taille des baies qui était fortement diminuée. En fait, il y a toujours une forte relation entre le feuillage qui transpire et puis l'économie d'eau de la baie. Alors, si on essaye de voir un petit peu ce qui se passe avant la véraison, en fait, avant la véraison, la sève brute, elle transite très bien par ces vaisseaux, hein, donc les grappes sont très bien connectées au feuillage, et puis elles peuvent, les baies, hein, en cas de stress hydrique,
du feuillage de la vigne peuvent transmettre de l'eau, enfin de leur sève, au feuillage. Parce que vous voyez, quand on mesure, par exemple, dans une journée de stress hydrique, les feuilles à moins 15 bars traduisent une très forte contrainte hydrique. Les grappes, comme elles ne sont pas encore accumulées de sucre ou de potassium suffisamment, elles ont en général un potentiel hydrique moins négatif. Donc l'eau peut transiter des baies jusqu'aux feuilles. Et dans des cas de très forte sécheresse, on a même de flétrissement, comme sur cette photo, un flétrissement des grappes dans ce cas. Après la véraison, on est dans une autre situation. La croissance des baies, elle est moins sensible au stress hydrique. Elle n'est pas totalement insensible, mais en fait, vous voyez, le niveau de stress hydrique change. Parce qu'en fait, c'est le potentiel hydrique des grappes. Pour un même stress hydrique, vous voyez les feuilles, moins 15 bars des deux côtés, donc on aurait le même niveau de stress hydrique important. Par contre, les grappes, après la véraison, elles ont accumulé des sucres, accumulé des ions, notamment du potassium, qui fait chuter le potentiel hydrique. Vous voyez, on a un potentiel hydrique plus négatif, moins 20 bars. Donc le sens de l'eau, enfin du transit de l'eau, se fait des feuilles vers les raisins. Ce qui explique aussi, par exemple, lorsqu'il pleut, où on a des précipitations relativement fortes à l'approche des vendanges, on peut avoir des baies qui éclatent, on l'observe sur certains cépages très fortement, parce que c'est ce phénomène-là. En fait, la pluie réhumecte les feuilles, donc vous avez le potentiel hydrique des feuilles qui remonte proche de zéro, et puis les grappes restent avec un potentiel hydrique très négatif, donc attirant l'eau et faisant éclater les baies. Je vais peut-être aller un peu plus vite, mais je ne veux pas vous ennuyer trop longtemps avec ces phénomènes. On essaye d'étudier quand même ces relations aux feuilles, parce qu'on aimerait comprendre des accidents physiologiques comme le folletage des grappes. Sur certains cépages, on a des arrêts d'accumulation de sucre, des problèmes de folletage, de flétrissement des grappes qui sont liés à ces perturbations de transit de l'eau et des sucres dans la plante qu'on aimerait mieux étudier. Et là, l'équipe de Bordeaux, avec Nathalie Ola et Jean-Pierre Godillère, vous voyez, avait déjà étudié ces phénomènes de transit il y a déjà bien des années, et c'est des travaux qu'on reprend. En viticulture, on parle beaucoup de contraintes hydriques modérées, favorables à la qualité. Alors on le verra en fonction des cépages blancs et rouges, mais en fait, cette notion de contrainte hydrique modérée est souvent liée à ce qu'on appelle ce bilan de carbone, parce que vous voyez, quand on a une contrainte qui s'accroît, généralement la fonction, et on l'a déjà montré, la fonction de croissance diminue très fortement, alors que la photosynthèse est maintenue pour le même niveau de contrainte modérée, assez fortement, et puis ensuite elle diminue la photosynthèse uniquement quand on est dans des contraintes plus importantes. Et en fait, l'espace laissé entre la croissance, le carbone qui est investi dans la croissance végétative, et puis le potentiel, l'offre de photosynthèse, fait qu'on a un potentiel de carbone disponible pour la plante. Et vous voyez, ce carbone disponible devient maximum, ou en tout cas le plus élevé, lorsqu'on est en contrainte modérée, c'est-à-dire entre environ moins 4 et moins 6 bars. C'est ce qui représente des seuils là, de contrainte modérée pour la vigne, où on a une accumulation de sucre la plus élevée. Et on peut le démontrer déjà simplement au niveau de l'accumulation des sucres dans les baies. On a fait la même chose dans les réserves des racines, du vieux tronc. Mais ici, c'est une étude suisse, encore une fois, mais en 2003, où on avait une grande contrainte hydrique. Vous avez différentes parcelles avec différentes teneur en sucre des raisins, qui est fortement lié au niveau de stress hydrique subi pendant toute la saison. En bleu, c'est l'absence de contrainte hydrique. En jaune, c'est la contrainte modérée. Et puis en rouge, plutôt une contrainte forte, etc. Donc vous voyez, on maximise l'accumulation des sucres en contrainte modérée. La croissance est arrêtée. La photosynthèse est encore présente pour une grande partie. Par contre, quand on rentre en contrainte forte, la photosynthèse diminue fortement, les transits de carbone à travers les tissus là, qui conduisent ce carbone vers les grappes est perturbé, donc on a beaucoup moins de sucre au final. Oui, j'arrive au bout. Encore une minute et j'arrive. Merci. Il y a peut-être un point qui est important, puis c'est certainement là-dessus que je vais finir, c'est au niveau de l'alimentation minérale qui est fortement liée à la contrainte hydrique. Vous avez ici deux cépages, le pinot noir et le chasselas, et vous voyez que la teneur en azote assimilable des raisins, si importante pour l'expression, la typicité des bouquets, diminue fortement avec la contrainte hydrique,
quel que soit le cépage. On voit que le pinot a génétiquement plus d'azote. Par contre, vous voyez que pour le chasselas, on est dans des taux relativement bas. On estime que pour le chasselas, on devrait être autour des valeurs de 200 mg d'azote par litre pour avoir une absence d'amertume ou de soucis de fermentation. Et c'est ce qui arrive, j'ai encore 2 dias, ce qui est présenté ici sur cette diapositive. On a à la dégustation, quand on a un stress hydrique très fort subi par la vigne, une perte de typicité du bouquet. Alors là, on est pour des cépages blancs, hein, notamment peu aromatiques comme le chasselas, mais on a des mêmes essais sur des cépages aromatiques. Et la présence d'amertume et d'astringence en bouche qui est très fortement marquée hein, lorsqu'on a peu d'azote assimilable dans les raisins. Et on a des notes là qui vont de 1 à 7 de dégustation, 1 faible, 7 élevé, où on voit qu'on a des pertes de bouquet et beaucoup plus d'amertume dans les vins stressés. Par contre, dans les cépages rouges, bien sûr, la contrainte modérée, même forte, sur une certaine période pas trop élevée, favorise, comme vous le savez, hein, la formation des anthocyanes, les polyphénols. Et au niveau de la structure des vins, c'est généralement qualitatif. La qualité des tanins aussi est favorisée hein, lorsque cette contrainte est modérée par rapport à des vignes qui subissent aucune contrainte hydrique. Bien sûr, le type de vin recherché joue un rôle très important. Si on recherche des vins blancs, on recherche d'élaborer des vins blancs sur le fruit, eh bien, c'est l'absence de contrainte hydrique, le régime hydrique en absence de contrainte hydrique qui serait le plus optimal. Pour les vins rouges fruités également, hein, c'est un petit peu, en tout cas, tous nos essais le montrent, et je sais que à travers le monde, c'est un peu les mêmes conclusions. Donc, éviter cette contrainte trop importante, mais être en contrainte modérée. Et pour des vins rouges de garde, là, c'est vraiment quand même plutôt la contrainte modérée, voire forte, qui est favorable à l'élaboration de ces vins de garde. Merci beaucoup de votre attention. Je suis désolé pour le dépassement de temps. Vous voyez, même les Suisses n'arrivent plus à gérer le temps et bien d'autres choses. Voilà, merci.